Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle VOD. Aujourd'hui, on apprend ce qu'est le Borrow Checker en Rust, parce que je me rends compte vraiment actuellement que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à développer mon CMS, parce que vraiment je ne comprends pas ce qui se passe avec le lifetime, les lifetimes, tout ce qui est borrow, etc. J'ai vraiment beaucoup de mal. Donc je pense que ça serait pas mal d'aller un peu revoir la théorie et d'aller comprendre ce qu'est le borrow checker. Donc on va aller sur le livre, le book Rust, le Rust book, pardon. Je l'ai en français ici, je vais vous le passer dans le chat si vous voulez. Pin. Voilà. T'as quand même bien codé ta bague d'eau pour que les gens ne la voient pas du premier coup. Tu utilises des briques élémentaires qui, elles, sont peut-être non fiables. C'est-à-dire quoi? Tu veux dire quoi par briques élémentaires? Tu parles de Heist? Écoute, moi, depuis... Si Pop OS utilise Heist, peut-être que c'est pas le truc le plus sécure au monde, mais je me dis, il y a un truc plus ou moins de confiance qu'il utilise. Voilà. On a confiance en ton cerveau, merci. Ils sont trop cons pour prouver la logique qu'ils ont pas de vulne. C'est un cocktail exactement, ouais. Salut Corflo, comment tu vas? Je pourrais bien un cocktail. Alors, on a un premier chapitre, on a le chapitre 4 pour comprendre la possession. Nanana. Après, on a les types génériques, les traits et les durées de vie. Ça pourrait être intéressant de faire ça. J'essaye de voir. Ah, il y a les pointeurs intelligents. Donc, on a déjà vu le cow. Mais ça a l'air d'être plus avancé parce qu'ici, on parle pas de cow. Il y a le truc de deref. Les fonctionnalités orientées objet. Oula. Oula, le Rust non sécurisé. Oh, 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 oh. Bon, bah, commençons avec le chapitre 4, comprendre la possession. Hi, Yann. I'm stuck on the borrow checker. Hello. Yeah, we are just trying to... I will kind of read really quickly to try to understand again what everything. Because it's a bit... Oh, ramasse-miettes. La traduction française de Garbage Collector. Et donc voilà. Quoi? Salut Matou. Lequel CV de quel code? En général, si je fais du code et que je le mets en open source, je laisse la liberté des gens, aux gens d'auditer sans souci. Aucune idée, Lily, de ce qu'on va faire. Je vais lire, on va voir. Oui, mais du mien, mais quel... Oui, mais j'ai plein de codes, j'ai plein de projets, je comprends pas trop ce que tu veux dire. Et je sais pas ce que tu veux dire par les communautés auditées, par les communautés open source. Je dois le mettre quelque part, je vais envoyer un message quelque part. Oui, j'ai un GitHub. Tous mes projets open source sont publics. Les branches sont protégées, mais tu peux mettre des issues sans souci si tu veux auditer des trucs. Moi, il n'y a aucun souci. Hein. Déploie pourquoi Corflow? Pour le projet ici? Pour ce projet-ci?
La possession, c'est un délire comme dans 50 nuances degrés, au secours. Moustique aussi qui nous fait un pavé sur la possession. Je n'ai pas encore commencé à faire le déploiement, Core. Je ne sais pas du tout comment je vais déployer tout ce merdier. Tu peux faire point d'exclamation GitHub, je pense, CVE dans le chat. Alors, la possession, ownership. Ah oui, dernière chose, c'est pas parce que je parle mal de, par exemple, OpenClaw que moi, mon code est parfait. Hein. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que moi, je faisais bien les choses. Je suis d'ailleurs la première à rabaisser mon propre code et ma manière de coder, donc franchement... La possession, ownership est la fonctionnalité la plus remarquable de Rust. Il y a des implications en profondeur dans l'ensemble du langage. Elle permet à Rust de garantir la sécurité de la mémoire sans avoir besoin d'un ramasse-miettes, garbage collector. Donc il est important de comprendre comment la possession fonctionne. Dans ce chapitre, nous aborderons la possession ainsi que d'autres fonctionnalités associées, l'emprunt, borrow, les slices et la façon dont Rust agence les données en mémoire. Let's go! Let's go, CVE. Si t'as des rapports ou quoi qui se génèrent ou quoi que ce soit, n'hésite pas à créer des issues, hein, CVE. Moi, ça m'aiderait beaucoup. You migrate your program to Rust. So right now I'm using, you can do exclamation mark. Oh, you did it. You saw it. You saw the message for the PEC, for the project we are doing. So I have my newsletter for my show on Substack, which is full of white supremacists and Nazis, and Substack does nothing about this. They don't care, so they do what they want. They do what they want. I mind. Like I don't know how to say that. Like it's kind of creepy for me. I don't like it. I really hate it. So I want to leave Substack. So I'm creating my own newsletter service by creating a website in Svelte, an API in C, and now I'm doing the CMS in Rust. So a native application using Iced, which is a cross-platform library for Rust. Putain, Mademoiselle Julie, ça va ou quoi? J'ai jamais vu ce film, hein. 50 nuances de gris. De gris. Tu possèdes, donc tu consommes, donc tu es... Allez, Belzébuth, hein? J'ai l'impression d'avoir bouffé plein de poils de chat. C'est horrible, j'ai mal à la gorge. Aucun code est parfait puisque l'erreur est humaine. Question suivante. Mon code est pas parfait, il feature Ali. Bah trop cool, c'est super gentil de prendre le temps de faire ça en tout cas. Thank you so much, Yann. And today we are learning again about the borrow checker because I kind of forgot it. It was 2 years ago. This is my first real project with Rust, so yeah. Oh, trop chouette, Mademoiselle Julie. Ben GG Bulle. Alors, c'est quoi la possession? Moustique l'a mis dans le chat si vous voulez savoir c'est quoi la possession, évidemment. La possession est un jeu de règles qui gouverne la gestion de la mémoire par un programme Rust. Tous les programmes doivent gérer la façon dont ils utilisent la mémoire lorsqu'ils s'exécutent. Certains langages ont un ramasse-miettes qui scrute constamment la mémoire qui n'est plus utilisée pendant qu'ils s'exécutent. Dans d'autres langages, le développeur doit explicitement allouer et libérer la mémoire. Rust adopte une troisième approche. La mémoire est gérée avec un système de possession qui repose sur un jeu de règles que le compilateur vérifie au moment de la compilation. Si une de ces règles a été enfreinte, le programme ne sera pas compilé. Aucune des fonctionnalités de la possession ne ralentit votre programme à l'exécution. En fait, il dit c'est une troisième approche. J'ai l'impression que c'est une sorte de mélange de concept de garbage collector. Ce n'est pas un garbage collector, je vous vois déjà venir dans le chat. Mais c'est une sorte de mélange entre justement ce truc automatique et le fait de pouvoir aussi explicitement allouer et libérer. Mais
c'est explicite, mais ça ne veut pas forcément dire que du coup, on va appeler des fonctions comme en C avec le free. Mais j'ai l'impression que notamment en pouvant spécifier, par exemple, le lifetime, on va spécifier notamment le fait d'allouer et libérer quand est-ce que la mémoire doit être libérée, par exemple. Donc c'est une manière explicite, mais pas de la même manière que... C'est une impression que j'ai, je peux me tromper. Hein. Merci Draz pour ton follow, bienvenue. Est-ce que tout le monde a révisé ces trois règles de l'ownership? Merci Laed de Let Me Cook. Ça, c'est une supposition que je donne maintenant et on verra si j'ai faux plus tard ou pas. Merci Laotis pour ton follow. Bienvenue, code pote. Comme la possession est un nouveau principe pour de nouveaux développeuses, cela prend un certain temps pour s'y familiariser. La bonne nouvelle est que plus vous devenez expérimenté avec Rust et ses règles de possession, plus vous développerez naturellement et facilement du code sûr et efficace. Gardez bien cela à l'esprit. D'accord, oui maman. Lorsque vous comprendrez la possession, vous aurez des bases solides pour comprendre les fonctionnalités qui font la particularité de Rust. Dans ce chapitre, vous allez apprendre la possession en pratiquant avec plusieurs exemples qui se concentrent sur une structure de données très courante, les chaînes de caractères. La pile et le tas. Attention! Alors, the stack and the heap. C'est le... Attends, la pile. La pile, ça va être the heap? Non. Je connais pas les traductions en français. Bah voilà, pile, stack. Bah non, j'avais faux. Pile, stack et tas, heap. Donc de nombreux langages ne nécessitent pas de se préoccuper de la pile, donc stack, et du tas, la heap. Mais un langage de programmation système comme Rust... Un langage de programmation système. Le fait qu'une donnée soit sur la pile ou sur le tas a une influence sur le comportement du langage et explique pourquoi nous devons faire certains choix. Nous décrirons plus loin dans ce chapitre comment la possession fonctionne vis-à-vis de la pile et du tas. Voici donc une brève explication au préalable. La pile et le tas sont tous les deux des emplacements de la mémoire à disposition de votre code lors de l'exécution, mais sont organisés de différentes façons. La pile enregistre les valeurs dans l'ordre qu'elle les reçoit, donc la pile c'est la stack, et enlève les valeurs dans l'autre sens. C'est ce que l'on appelle le principe du dernier entré, premier sorti. C'est last in, first out. C'est comme une pile d'assiettes. Quand vous ajoutez... Ah non, dernier entrée, premier sorti. Last in, first out. Oui. Une pile d'assiettes. Quand vous ajoutez des nouvelles assiettes, vous les déposez sur le dessus de la pile. Et quand vous avez besoin d'une assiette, vous en prenez une sur le dessus. Ajouter ou enlever des assiettes au milieu ou en bas ne sera pas aussi efficace. Ajouter une donnée sur la pile se dit empiler et retirer se dit dépiler. Donc push. Non. Pop. Pop c'est... Merde. Oh Lily. Bienvenue là Otis. Merde, j'ai oublié les noms pop, etc. Merci Toto pour le raid. Bienvenue, on est en train de se fracasser le cerveau en apprenant... en révisant le Borrow Checker en Rust. J'espère que vous avez eu un chouette Rust. Ah, tu vas rencontrer la scénariste de Clair Obscur. Let's go. Eh ben écoute, j'espère que t'as passé une excellente session. Salut Postaron. Bon, j'en étais où? Oui, voilà. Donc, toute donnée stockée dans la pile doit avoir une taille connue et fixe. Les données avec une taille inconnue... Attendez. Toute donnée stockée dans la pile doit avoir une taille connue et fixe. Les données avec une taille inconnue au moment de la compilation ou une taille qui peut changer doivent plutôt être stockées sur le tas. Plutôt. Le tas est moins bien organisé. Lorsque vous ajoutez des données sur le tas, vous demandez une certaine quantité d'espace mémoire. Le gestionnaire de mémoire va trouver un emplacement dans le tas qui est suffisamment grand, va le marquer comme étant en cours d'utilisation et va retourner un pointeur, qui est l'adresse de cet emplacement.
Cette procédure est appelée allocation sur le tas, ce qu'on abrège parfois en allocation tout court. L'ajout de valeur sur la pile n'est pas considéré comme une allocation. Ouais. Comme le pointeur vers le tas a une taille connue et fixe, on peut stocker ce pointeur sur la pile. Mais quand on veut la vraie donnée, il faut suivre le pointeur. Ok, donc en fait, le pointeur est stocké sur la pile et la valeur pointée par ce pointeur sera stockée en général sur le tas. Ok. C'est comme si vous vouliez manger au restaurant. Quand vous entrez, vous indiquez le nombre de personnes dans votre groupe et le personnel vous trouve une table vide qui peut recevoir tout le monde et vous y conduit. Si quelqu'un dans votre groupe arrive en retard, il peut demander où vous êtes assis pour vous rejoindre. Très mignon l'exemple. Empiler sur la pile est plus rapide qu'allouer sur le tas car le gestionnaire ne va pas avoir besoin de chercher un emplacement pour y stocker les nouvelles données. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus rapide de manipuler des structures de données avec une taille fixe qu'avec une taille dynamique. Il le fait toujours au sommet. En comparaison, allouer de la place sur le tas demande plus de travail car le gestionnaire doit d'abord trouver un espace assez grand pour stocker les données et mettre à jour son suivi pour préparer la prochaine allocation. Accéder à des données dans le tas est plus lent que d'accéder aux données sur la pile car nous devons suivre un pointeur pour les obtenir. Les processeurs modernes sont plus rapides s'ils se déplacent moins dans la mémoire. Pour continuer avec notre analogie, imaginez un serveur dans un restaurant qui prend les commandes de nombreuses tables. C'est plus efficace de récupérer toutes les commandes à une seule table avant de passer à la table suivante. Prendre une commande à la table A, puis prendre une commande à la table B, puis ensuite prendre une commande puis ensuite une autre à la table A, puis une autre à la B sera un processus bien plus lent. Ah oui. De la même manière, un processeur sera plus efficace dans sa tâche s'il travaille sur les données qui sont proches les unes des autres, comme c'est le cas sur la pile, plutôt que si elles sont éloignées, comme cela peut être le cas sur le tas. Allouer une grande quantité de mémoire sur le tas peut aussi prendre beaucoup de temps. Ah waouh. Ah, c'est trop bien ça, Toto, que tu vas écrire l'interview. Et merci pour ton lurk. Quand notre code utilise une fonction, les valeurs passées à la fonction, incluant potentiellement des pointeurs de données sur le tas, et les variables locales à la fonction sont déposées sur la pile. Quand l'utilisation de la fonction est terminée, ces données sont retirées de la pile. La possession nous aide à ne pas nous préoccuper de faire attention à quelle partie du code utilise quelles données sur le tas. De minimiser la quantité de données en double sur le tas, ou encore de veiller à libérer les données inutilisées sur le tas pour que nous ne soyons pas à court d'espace. Quand vous aurez compris la possession, parce que oui, évidemment, avoir des données en double sur le tas, etc., parce que la possession, quand on possède une variable, on va pouvoir donner sa référence pour faire des emprunts. Donc au lieu de devoir réécrire plusieurs fois la donnée, on peut juste envoyer la référence pour pouvoir utiliser la même donnée à plusieurs endroits différents sans devoir la réécrire dans la mémoire plusieurs fois. Quand vous n'aurez plus besoin de vous préoccuper de la pile et du tas très souvent, mais savoir que le but principal de la possession est de gérer les données du tas peut vous aider à comprendre pourquoi elles fonctionnent de cette manière. La donnée pointée est en général dans le tas. Non, il n'y a pas plus de données pointées qui vit sur le tas. Que de données qui vit autre part. Quoi? J'ai pas compris ce que tu as dit, Lily. Tu veux dire que sur le tas, ce seront uniquement des données référencées par un pointeur et pas autre chose? Ce seront que les données référencées par un pointeur qui sont sur le tas, c'est ça que tu veux dire? Oui, quiche en général, c'est bien expliqué. J'adore quand elle fait des nitpicks.
Quand je deviendrai la reine du monde, je serai plus gentil avec toi, Lily, sache-le. La meuf. Quand je serai le tyran et reine du monde, je serai plus gentil avec vous, les codes potes, sachez-le. Vous allez quand même souffrir, mais... je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, me demandez pas. J'en sais rien. Je vais juste enlever le mot généralement, c'est ça? S'il y a un pointeur... Donc le pointeur est stocké sur la pile. Et si le pointeur est stocké sur la pile, ça va d'office pointer vers une valeur dans le tas. C'est juste ça que tu veux dire? D'office, la valeur référencée par le pointeur sera dans le tas. C'est ça que tu veux dire? Non. Non, c'est l'inverse. Je comprends pas. Donc un pointeur dans la pile peut également pointer vers une valeur qui est déjà qui est aussi également dans la pile du coup. Oui, c'est ça, mais on est d'accord, Lily, c'est ça donc. Ça pointe où ça veut, pile, tas, autre part. Ok. Si on te donne un pointeur, il n'y a pas particulièrement plus de chances qu'il pointe vers le tas qu'ailleurs. Ok, ok. Pour moi, le généralement, c'était pour dire que c'était pas le seul endroit. C'est pour ça que j'ai dit généralement. Peut-être que c'est un peu trop global de dire généralement. Bah oui, général, c'est un peu la même chose que globalement. Au lieu de dire généralement, j'aurais dû dire ça peut pointer vers une valeur dans le tas. C'est ça, ça aurait été mieux. Non, mais c'est pas grave, c'est très bien, Lily, c'est très bien. Je me rends compte à quel point actuellement j'arrive de mieux en mieux à m'exprimer. Je fais de plus en plus attention à la manière pour dire dans la plupart des cas. Mais tu as raison, hein, Lily, tu as raison. Je me rends compte à quel point j'arrive de mieux en mieux à choisir mes mots et à bien m'exprimer. En tout cas, tu me dis de plus en plus basé quand je donne des explications, donc je suis assez contente. Donc c'était très 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 bien. Vous faites très très bien. Je ne t'en veux pas du tout, j'essaie juste vraiment de comprendre. Il n'y a aucun... Et une valeur dans le tas, tu peux jamais y accéder autrement qu'avec un pointeur. C'est ça. Franchement, c'était très propre comme interprétation. On est vraiment sur du nitpick. Ouais, je sais, mais c'est très bien, ça me va. Day 4, I'm going to remove my arch, by the way. Why? Why? No! Stay in the arch club! Why? Salut Corials! Merci à vous de prendre le temps aussi, même si c'est du nitpick. Vraiment, 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 ça me fait trop plaisir. En plus là, on est vraiment sur de la théorie, donc c'est normal de nitpick. Alors, règles de la possession. Tout d'abord, définissons les règles de la possession. Gardez à l'esprit ces règles pendant que nous travaillons sur des exemples qui les illustrent. Chaque valeur en Rust a une variable qui s'appelle son propriétaire. Ok. Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire à la fois. Ok. Quand le propriétaire sortira de la portée, la valeur sera supprimée. Donc ça veut dire que le propriétaire, quand il sort de la portée, la valeur est supprimée. Mais donc du coup, ça veut dire que si le propriétaire... attendez, parce que valeur, quand on dit valeur, ça peut être quoi? Est-ce que valeur veut également dire pointeur ou pas? Est-ce qu'une adresse, donc un pointeur, peut être considéré comme une valeur ou pas? Nitpick, ça veut dire chipotage au fait et le module... Voilà, là, Lilith, tu as bien fait de... Oui. Exemple, dans un environnement sans allocateur, donc sans heap, type embarqué, no STD, tu peux manipuler moult pointeurs, mais sans heap. Voilà, j'ai tout compris là, elle, merci. Hein. Ah, oulala, il y a Bulle qui cook quelque chose là. Tu vas l'embrouiller, c'est déjà fait. Valeur égale instance d'un type, d'accord. Dans un environnement sans allocateur, donc sans heap. Donc il y a seulement une pile. Mais il peut y avoir d'autres choses que la pile. Hein. Parce que là, en plus, tu me parles d'environnement. Est-ce que c'est l'environnement d'un programme, du coup?
type embarqué, no STD. Alors STD, pour moi STD c'est standard. Donc embarqué en général, c'est quoi? C'est des trucs, c'est pas... les trucs embarqués là, je sais jamais comment définir l'embarqué. Jamais su définir ça. Je vois ce que c'est, mais je sais pas le définir. Tu peux manipuler moult pointeurs, mais sans HIP. Oui, du coup, c'est l'adresse de... du coup, dans l'embarqué, tu vas plus manipuler des adresses de différents composants que vraiment d'une HIP avec une mémoire, du coup. C'est ça? J'essaie d'interpréter. Hein. Et ça veut dire quoi? Valeur égale instance d'un type. Ok, donc valeur, ça ne peut pas être un pointeur, quoi. Ce n'est pas l'adresse, ce n'est pas une adresse. J'essaye juste de vraiment comprendre, d'être sûr de bien comprendre chaque mot. Je me demande si son créateur a pas fait cela volontairement afin que ce soit les commus qui lui corrigent son code via les CVE puis les patcher, car le mec a la flemme de le faire. Oh, j'en ai aucune idée, Bulle, je t'avoue. Ah, embarqué, c'est bare metal, donc sans OS, t'es à poil. Ok. Donc oui, un pointeur, c'est un type. Et le type des adresses, donc oui, on peut avoir des valeurs qui sont des adresses, donc de type pointeur. Ah, donc oui, donc voilà. Ok, valeur. Et donc, par exemple, si une variable... Si là, une variable, c'est un pointeur... Donc, si par exemple, ici, si je reviens, si ma variable propriétaire contient une adresse, un pointeur vers la heap, ça veut dire que si le propriétaire sort de la portée, ça va d'abord supprimer la valeur dans... Imaginons, hein. Donc là, on est dans le contexte où on a une valeur propriétaire, on a une variable propriétaire qui a comme valeur une adresse. Donc, la variable est un pointeur. Et cette adresse, elle pointe vers la heap, vers une valeur dans la heap. Quand le propriétaire sortira de la portée, j'imagine qu'avant de supprimer, du coup, la variable propriétaire, on va d'abord supprimer la valeur qui est pointée par le pointeur, on est d'accord, dans la heap, et puis la variable propriétaire sortira de la stack. Ah, mais Postaron, c'est du vibe coding, hein. Lui-même le dit, hein. Lui-même a dit que c'était complètement vibe codé, hein. Oh, really, Yann? Je suis pas nue, je suis bare metal. Oh, on a explosé de rire. On a explosé de rire avec mon psy. Voilà. Avec mon psy hier. C'était quoi? À un moment, je me plaignais, je disais vraiment cette phrase horrible, vraiment ultra toxique, quand les gens disent What doesn't kill you makes you stronger. Vraiment horrible comme phrase. C'est tellement faux. Et lui, qu'est-ce qu'il sort? Il dit What doesn't kill you brings you here. Voilà, il m'a tué. J'ai trouvé le meilleur psy au monde. Ah putain. Et alors je lui explique que j'étais fière parce qu'une journée j'avais bien fait des choses, etc. Et donc j'étais contente de moi, nanana. Et il lance un Look at you, girl. J'étais là, ouh. I know. Ah. Donc voilà, j'adore mon psy. Vous inquiétez pas, hein, on a des moments pas sérieux, mais sinon c'est très professionnel comme rapport, je vous promets. On s'entend bien, je crois.
Mais du coup, non, Lily, c'est bon. On verra plus tard. Peut-être que je comprendrai par la suite. Je crois que je pose trop de questions. Alors, portée de la variable. Donc, on répète les trois règles. Les trois règles de la possession. Chaque valeur en Rust a une variable qui s'appelle son propriétaire. Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire à la fois. Quand le propriétaire sortira de la portée, la valeur sera supprimée. Portée de la variable. Maintenant que nous avons vu la syntaxe Rust de base, nous n'allons plus ajouter tout le code du style function main dans les exemples. Donc si vous voulez reproduire les exemples, assurez-vous de les placer manuellement dans une fonction main. Par conséquent, nos exemples sont un peu concis. Pour le premier exemple de possession, bon bah on va sortir... qu'est-ce qu'on fait? On se crée une nouvelle session ou on retourne sur Date Now? Ouais, je vais retourner sur Date Now. Hein. Vas-y, on va juste faire une nouvelle fenêtre. New window. Book, learn, nitpick, modulo, heap, stack, possession. Ok, c'est ça, libération des ressources associées. C'est ça, ok, il y a la L. Bah, merci, c'était un peu ça que je voulais dire. Donc la libération des ressources associées. Ce qui est beaucoup plus... Ce qui permet de ne pas devoir dire... Alors là, de parler d'un pointeur qui était sur la pile et qui me pointait... Qui référençait du coup une valeur dans la heap. Libération des ressources associées. Du coup là, tous les cas... tous les cas sont pris en compte. J'ai du mal à faire ça. Bref. C'est quoi encore? Cargo new? Ouais! Je vous jure, j'ai l'impression que je vais cracher une boule de poil à un moment. Et du coup, les ressources associées à un pointeur, c'est quoi? C'est Lily! C'est Lily! Ah non, c'est pas toi. Ah non, mais non! Oh, quelle folle! Comment j'ai osé dire ça, Lily? Mes très chers frères et sœurs, nous nous rassemblons aujourd'hui pour pardonner un péché qui vient d'être fait. Nous venons prier la Sainte Lily, le Saint Askel, pour excuser un péché, pour demander le pardon. Pour demander le pardon. Veuillez excuser nos péchés. Ah oui, cargo init, si tu veux ça dans le cours. Ah bah oui, voilà. Trop tard. Trop tard! Un nouveau bateau, quoi.
J'ai encore oublié la politique de censure abusive. Hi, very happy guy. Does she knows there's major echo? Quoi? What do you mean? No, I know nothing. As you can see, I'm a real beginner. I don't know anything from the world and from life. Je présume que la description de Cargo Force est sure. Oh la dinguerie, Bulle! Oh incroyable! What she's saying? I speak in French, sorry, but you can speak in English. I will speak in English with you. Sorry, I stream in French. I didn't speak about your message to reassure you. I was reading the other messages. Alors, nous allons analyser la portée de certaines variables. Une portée est une zone dans un programme dans laquelle un élément est en vigueur. Admettons la variable suivante. On va pas aller très loin aujourd'hui, je vous préviens. En termes de maturité, on va vraiment pas aller très loin. La variable S fait référence à un littéral de chaîne de caractères, où la valeur de la chaîne est codée en dur dans notre programme. La valeur est en vigueur à partir du moment où elle est déclarée jusqu'à la fin de la portée actuelle. Donc ici, moi, jusqu'à la fin de la fonction main. L'encart 4.1. Oula. Oh, la musique elle est trop bien. Pourquoi ça a bugué? Non, en JS on dit backdoor, Bulle. Ça y est, je commence aussi à insulter JavaScript. C'est la faute de Lily, ça. Hein. Toujours la faute de Lily. L'encart 4A nous présente un programme avec des commentaires pour indiquer quand la variable étant S est en vigueur. Oui, donc ça j'ai. Autrement dit, il y a deux étapes importantes. Quand S rentre dans la portée, elle est en vigueur. En comment on dit? Parce qu'en français, c'est vigueur et en anglais, comment on dit? Oui, bien sûr que je connais Nina Geraci. Geraci, j'en ai plein dans ma playlist du stream de Nina Geraci. Elle est incroyable. Le texte est très précis sur son usage de valeur vs variable. Ah, valide. Merci, Laël. Ah oui, oui, mais je trouve qu'il est bien précis. Hein. Le texte est bien, hein, Ilaël. Je trouve. C'est pour ça que je vous avais posé des questions. Je faisais un peu aussi du nitpick sur valeur ici. Avec valeur. Merci Razéo pour le follow. Merci beaucoup. Excusez-moi, waouh. Il va vraiment falloir que je sorte de chez moi. Donc, quand S rentre dans la portée, elle est en vigueur. Cela reste ainsi jusqu'à ce qu'elle sorte de la portée. Nous allons aller plus loin en y ajoutant le type string. Ah, le type string. Et je parle pas du string que vous mettez tous les matins, évidemment. Ah oui, je vois, Bulle. Incroyable. Moi, actuellement, là, pour mon portfolio, les commits, je suis en train d'écrire une sorte d'histoire, limite, avec les noms des commits dans mon portfolio. Je sais pas ce que je fous, mais j'ai beaucoup de... Je sais pas ce que je fous, mais je m'amuse beaucoup. Pour illustrer les règles de la possession, nous avons besoin d'un type de données qui est plus complexe que ceux que nous avons rencontrés dans la section de type de données du chapitre 3. Les types que nous avons vus précédemment ont tous une taille connue et peuvent être stockés sur la pile.
ainsi que retirés de la pile lorsque la portée n'en a plus besoin, et peuvent aussi être rapidement et facilement copiés afin de constituer une nouvelle instance indépendante si une autre partie du code a besoin d'utiliser la même valeur dans une portée différente. J'ai rien compris, attendez. Ah, il y a Kappa qui est dispo, merde. See you from Windows. Attendez, on dit à Kappa qu'on est dispo à partir de 16h, hein. Méfiant. Ça va? Et après, ça va faire du gaming. On va faire du gros gaming. On va faire training Zilan après. Hein. Peuvent donc retirer de la pile lorsque la portée n'en a plus besoin et peuvent aussi être rapidement et facilement copiés afin de constituer une nouvelle instance indépendante si une autre partie du code a besoin d'utiliser la même valeur dans une portée différente. Ok. Mais nous voulons expérimenter le stockage de données sur le tas et découvrir comment Rust sait qu'il doit nettoyer ses données. Et le type string est un bon exemple. Tant qu'on parle de nitpick, on est d'accord que à partir du moment, est-ce que j'ai le droit de dire ça? À partir du moment où une valeur a une taille dynamique, donc qui n'est pas connue à la compilation, c'est d'office sur la heap ou pas. Donc de ce que je comprends, si la taille de la valeur n'est pas calculable à la compilation, ça ne peut pas être sur la pile. Ah, elle dit non. La grande question, c'est la pile, c'est une pile AAA. Bonne question. C'est quoi? Ça va, il a elle. Un 16h. Enlever un R, ajouter un Z. Ça peut pas être sur la pile, c'est vrai. Mais ça pourrait être ailleurs que sur la heap. Ok. Mais j'ai une question du coup, parce que ici, si on ne précise pas où est-ce que notre... Donc on a une valeur avec une taille dynamique, donc qui n'est pas connue au temps de compilation. Si on ne... Par défaut... Oui, mais là tu parles des strings statiques, du type str. La taille des str sont connues au temps de compilation. De toute façon, c'est pas on est d'accord que le type str, ce sont des données statiques dont la taille est connue à la compilation. Mais ça, c'est ok, mais ça, c'est pas grave. Elles seront pas forcément sur la stack. Parce que là, en plus, tu me parles d'un lifetime qui est statique. Moi, je parle encore d'autre chose, là. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard, parce que ça, on n'a pas encore vu. str, c'est pas forcément statique. Ok, alors, je parle pas de statique. Je parle juste de taille connue, ok? Il n'y a pas de par défaut, il y a des cas différents. Donc ça veut dire que si... Donc ici, je ne parle pas du type str qui a une taille connue. Moi, je parle vraiment d'une donnée avec taille dynamique qui n'est pas calculée au temps de compilation. Taille inconnue, démerde-toi. Ok, est-ce que... Donc ça peut être ailleurs que sur la heap, ça j'ai compris, mais donc ça peut pas être sur la stack. Mais j'ai l'impression que si on ne précise pas où est-ce que ça doit être écrit, j'ai l'impression qu'il va d'abord tenter de la mettre dans la heap. Mais ça va dépendre du coup de la donnée aussi, j'imagine. Ça va dépendre du système. Et donc... Et s'il y a une heap... Déjà, s'il y a une heap qui est disponible, je sais même pas s'il y a une heap disponible tout le temps. Enfin, c'est une image que moi j'ai dans ma tête, quoi. S'il y a une heap qui est disponible et qu'il y a de la taille dedans, sauf dans certains cas, ça va essayer de d'abord stocker là. Et ça, c'est parce que je connais pas assez bien tout. J'ai pas encore assez de connaissances.
Mais ok, je vois. J'ai le principal. Taille non connue à la compilation, pas sur la stack. Ce qui peut être sur la stack, c'est seulement avec une taille connue. Mais tout ce qui a une taille connue ne sera pas forcément que sur la stack. Et tout ce qui a une taille non connue à la compilation ne sera pas forcément que sur la heap, mais pas sur la stack. Voilà. Nous allons nous concentrer sur les caractéristiques de string qui sont liées à la possession. Ces aspects s'appliquent également à d'autres types de données complexes, qu'ils soient fournis par la bibliothèque standard ou qu'ils soient créés par vous. Nous verrons string plus en détail dans le chapitre 8. Nous avons déjà vu les littéraux de chaîne de caractères. Quand une valeur de chaîne est codée en dur dans notre programme, les littéraux de chaîne sont pratiques, mais ils ne conviennent pas toujours à tous les cas où on veut utiliser du texte. Une des raisons est qu'ils sont immuables. Une autre raison est qu'on ne connaît pas forcément le contenu des chaînes de caractères quand nous écrivons notre code. Par exemple, comment faire si nous voulons récupérer du texte saisi par l'utilisateur et l'enregistrer. Pour ces cas-ci, Rust a un second type de chaîne de caractères, string. Ce type gère ces données sur le tas et est ainsi capable de stocker une quantité de texte qui nous est inconnue au moment de la compilation. Vous pouvez créer une string. Putain, je vois de coin de l'œil les pavés écrits dans les chats là et je sais qu'il y a Lily dedans. Hop là, ouais, il y a Lily. Vous pouvez créer une string à partir d'un littéral de chaîne de caractères en utilisant la fonction from comme ceci. Ok. L'opérateur double point nous permet d'appeler cette fonction spécifique dans l'espace de nom de type string plutôt que d'utiliser un nom comme string from. Nous verrons cette syntaxe plus tard. Nanana. Ce type de chaîne de caractères peut être immuable. Ah oui, d'accord. C'est par ça qu'il voulait dire immuable. Donc la valeur stockée quand on a un type str, la valeur stockée en mémoire ne peut pas être modifiée. On ne peut pas ajouter, retirer des lettres à cette valeur. Par contre, une valeur de type string, elle, on peut par exemple faire des push. Ajouter, retirer du contenu de la valeur en elle-même de la chaîne de caractères. Donc, quelle est la différence ici? Pourquoi string peut être mutable, mais pourquoi les littéraux de chaîne ne peuvent pas l'être? La différence se trouve dans la façon dont ces deux types travaillent avec la mémoire. En fait, tu peux simplement pas créer de valeur d'un type dont la taille est inconnue à la compilation. À chaque fois que tu manipules un objet de taille dynamique, c'est que tu as décidé à un moment donné qu'une zone de mémoire que tu as décidé contiendra une valeur de ce fameux type dynamique sized et tu accéderas par référence, référence pointeur, etc. Oui. Grob. D'overflow sur les immédiats de branchement dans le code ASM de Bootstrap de Linux pour... Waouh! C'est très impressionnant ça, Nadia. GG! Moi, j'y connais rien. Je suis désolée. En tout cas, il y a plein de mots compliqués. Je suis très jalouse. Moi aussi, j'aimerais bien parler comme ça. Bref. Enfin, utiliser tous ces mots et ça va dire que je sais faire tout ça. Mémoire et allocation. Dans le cas d'un littéral de chaîne de caractères, nous connaissons le contenu au moment de la compilation, donc le texte est codé en dur directement dans l'exécutable final. J'ai lu, mais je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Dans le cas d'un littéral de chaîne de caractères, nous connaissons le contenu au moment de la compilation, donc le texte est codé en dur directement dans l'exécutable final. Voilà pourquoi ces littéraux de chaîne de caractères sont performants et rapides. Mais ces caractéristiques viennent de leur immuabilité. Malheureusement, on ne peut pas garder une grosse région de mémoire dans le binaire pour chaque morceau de texte qui n'a pas de taille connue au moment de la compilation et dont la taille pourrait changer pendant l'exécution de ce programme. Avec le type string, pour nous permettre d'avoir un texte mutable et qui peut s'agrandir, nous devons allouer une quantité de mémoire sur le tas, inconnue au moment de la compilation, pour stocker le contenu. Ah, donc en fait, il y a différents types d'allocateurs également. En tout cas, peut-être pas type, le mot est peut-être pas bon, mais il y a moyen de définir, de configurer de différentes manières un allocateur. Ok. Pour nous permettre d'avoir un texte mutable qui peut s'agrandir, nous devons allouer une quantité de mémoire sur le tas, inconnue au moment de la compilation, pour stocker le contenu. Cela signifie que
La mémoire doit être demandée auprès du gestionnaire de mémoire lors de l'exécution. Nous avons besoin d'un moyen de rendre cette mémoire au gestionnaire lorsque nous aurons fini d'utiliser notre string. Nous nous occupons de ce premier point. Quand nous appelons string from, son implémentation demande la mémoire dont elle a besoin. C'est pratiquement toujours ainsi dans la majorité des langages de programmation. Et donc en C, la première étape, ce serait du coup, ça revient à faire le malloc. Oui, j'ai compris ce que elle a dit. Donc en gros ici, son implémentation demande la mémoire dont elle a besoin. Donc ici, c'est un peu comme faire un malloc du coup. Un peu comme... Attention le nitpick. Aïe aïe aïe, j'ai peur. Cependant, le deuxième point est différent. Avec des langages avec ramasse-miettes, le ramasse-miettes surveille et nettoie la mémoire qui n'est plus utilisée sans que nous n'ayons à nous en préoccuper. Dans la plupart des langages, sans ramasse-miettes, c'est notre responsabilité d'identifier quand cette mémoire n'est plus utilisée et d'appeler du code explicitement pour la libérer, la mémoire free, la fonction free. C'est exactement malloc. Oh yes! Yes! Je voulais... Vous voyez, voilà, c'est mieux. Je sais pas comment gérer ma casquette. Comme nous l'avons fait pour la demande, pour la demander auparavant. Historiquement, faire ceci correctement a toujours été une difficulté pour les devs. Si nous oublions de le faire, nous allons gaspiller de la mémoire. Si nous le faisons trop tôt, nous allons avoir une variable invalide. Et si nous le faisons 2 fois, cela produit aussi un bug. Un bug. Nous devons associer exactement un allocate avec exactement un free. Rust prend un chemin différent. La mémoire est automatiquement libérée dès que la variable qui la possède sort de la portée. Donc est-ce que... Ne me donnez pas trop d'un... Ramasse-miettes. Salut Mirlinade. Ramasse-miettes, c'est le français pour garbage collector. Mais tu vois là Lily, rien que le fait de lire ce paragraphe, en ayant fait le C, parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé à apprendre le Rust sans connaître le C, avant d'apprendre le C, et ben en fait j'arrive à tout me représenter en tête. Il y a des petites questions, des petites précisions que je pose, mais sinon, voilà. En fait, je veux dire, même sans les précisions qu'on a faites dans le chat par rapport à la stack et à la heap, je pense que ici, il faut abstraction à tous ces détails qu'on a vus dans le chat. En soi, apprendre comme ceci en ne pensant qu'il n'y a que la stack et la heap est un excellent point de départ pour moi, je pense. Dans le sens où d'abord, on va vraiment dissocier le fait que quelque chose qui a une taille dynamique ne peut pas être sur la stack. Donc on va penser que par défaut, c'est la heap. Et plus tard dans l'apprentissage, on peut perfectionner notre apprentissage en sachant que du coup, c'est pas forcément dans la heap, ça peut être ailleurs, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est pas mal. En fait, finalement, c'est pas mal de commencer avec ça. C'est sûr que du coup, il faut, par soi-même, continuer à apprendre et à se dire que la stack et la heap ne sont pas les seuls endroits de mémoire pour un programme. Voilà. Mais le C, autant le C, ça je le savais, dans le sens où même moi, mais Haskell, par contre, merci beaucoup. Haskell, merci beaucoup parce que tout ce qui est pattern matching et tout, là, c'est vrai que ça m'a complètement débloqué sur ça, quoi. C'est ça. Tu vas écrire du code en mode NoSTD, sans string, sans vec, etc. C'est ça. Ah, c'est ça ton NoSTD, du coup, Ilaël. NoSTD, ça veut dire que donc c'est sans la lib standard. Et donc sans tous les types qui ont du coup une taille qui n'est pas connue à la compilation. D'accord. Horrible bug, c'est pas une châtaigne. C'est bon, je me sens intelligente. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. La mémoire est automatiquement libérée dès que la variable qui la possède sort de la portée. Voici une version de notre exemple de la portée nanana qui utilise une string plutôt qu'un littéral, d'accord? Jusque-là, c'est exactement la même chose qu'avec le STR. En termes de portée, on est littéralement sur la même chose. Hein. Ouais. Il y a un moment naturel où nous devons rendre la mémoire de notre string au gestionnaire et quand c'est quand S sort de la portée. Quand une variable sort de la portée, Rust appelle une fonction spéciale pour nous. Et cette fonction s'appelle drop.
Et donc drop, j'ai lu un peu plus loin, drop est également un trait qui peut, qui va être notamment très utile avec les pointeurs intelligents. Parce que j'imagine qu'on va pouvoir également un peu chipoter ou je sais pas, on verra, ça je ne sais pas. Et c'est dans celle-ci que l'auteur de string a pu mettre le code pour libérer la mémoire. Rust appelle automatiquement drop à l'accolade Fairmond. Un C++, cette façon de libérer des ressources à la fin d'un élément est parfois appelée l'acquisition d'une ressource est une initialisation. RAI. La fonction drop de Rust vous sera familière si vous avez déjà utilisé des techniques de RAII. Nope. Bien sûr, Mir. Bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Oui, c'est ça, Hilal, oui. Rust est bien fait et permet, si tu donnes une implémentation d'un allocateur à ton programme, d'avoir les types qui demandent de l'allocation dynamique. Et donc, on peut quand même utiliser des string vec en no std. Ouf, sinon quel enfer. Donc cette façon de faire a un impact profond sur la façon dont le Rust est écrit. Cela peut sembler simple dans notre cas, mais le comportement du code peut être surprenant dans des situations plus compliquées où nous voulons avoir plusieurs variables utilisant des données que nous avons affectées sur le tas. Examinons une des situations dès à présent. Bon, on va devoir quitter. Mais c'était déjà ultra intéressant. On va faire du gaming. On va voir jusque quand on tient avec Kappa. Si on finit la session gaming pas trop tard, je suis chaud reprendre là où on en était là-dedans. Et moi j'adore ce genre de choses. Et là en fait c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant à quel point je comprends beaucoup mieux. Et en fait je suis tellement plus à l'aise que je me permets, et ça se voit, je me permets en fait de poser des questions pour aller plus loin. Parce que je suis déjà plus à l'aise. Donc c'est vraiment vraiment cool. Du gaming. Me provoquez pas. Ne me provoquez pas. Donc voilà, YouTube, ben, c'était très court, mais j'espère que ça vous aura plu et intéressé aussi, que vous aurez appris des choses aussi. Parce que c'est vrai que tout ce qui est stack et heap, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal dans le chat de gens qui parlent de ça et qui parfois ne sont pas précis. Je ne sais pas si du coup c'est pour permettre d'avoir une explication plus ou moins simple et compréhensible, mais j'espère que ça vous aura aussi un peu éclairé sur certaines choses sur la stack et la heap. Ou donner envie d'approfondir vos connaissances. Passez une excellente fin de journée. Des bisous.